C'est un rendez-vous. Tous les lundis de février, on répond à vos questions de finances personnelles. Ce soir avec nous, Charles Hunter Villeneuve, qui est fiscaliste, planificateur financier à Banque nationale, gestion privée. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion, vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci de participer à notre émission pour répondre aux questions du public. On reçoit beaucoup de questions. On va se lancer tout de suite, Charles, si vous le voulez bien. Question de Roberto Gisondi, qui dit « Peut-être est-il avantageux de retirer progressivement la totalité de son REER avant l'âge de 70 ans afin d'obtenir le maximum des rentes gouvernementales qui sont offertes dès l'âge de 70 ans. Peut-il être avantageux de retirer progressivement donc la totalité de son REER, demande-t-il, et les frais de gestion intégrés au fonds commun de placement sont-ils déductibles d'impôts? Alors, quelle est votre réponse? Parfait, allons-y. Alors, premièrement, oui, ça pourrait être avantageux de devancer des retraits REER si on reporte les rentes les rentes gouvernementales à 70 ans. Peut-être pas en totalité, mais partiellement. Oui, ça pourrait l'être, surtout si la personne est en bonne santé. Au volet financier, reporter les rentes, ça permet une bonification pour la pension de sécurité de la vieillesse jusqu'à 36 %, jusqu'à 42 % pour la Régie des rentes du Québec. Ça fait en sorte d'avoir 2 rentes garanties à vie, pleinement indexées. On voit ce que cet avantage peut représenter là, dans les temps qui courent. Et ça peut prémunir contre le risque là, de longévité. Au niveau fiscal, maintenant, ce que ça fait en sorte, c'est que le revenu va augmenter à 70 ans. Ouais. Et à 71 ans, on convertit les REER en fer. Fait que ça fait en sorte que le revenu va encore augmenter parce que je vais être obligé de retirer mes REER à 72 ans. Cependant, il y a certaines personnes qui, par exemple, ont un fonds de pension qui voient leur rente diminuer à 65 ans. Donc, entre 65 et 70 ans, ça peut être un moment où la personne gagne moins et que ça pourrait être opportun de faire des retraits REER. Ça va vraiment dépendre là, des paliers d'imposition. Mais le but, c'est de niveler le revenu imposable là, de façon générale dans une planification de retraite. Puis, ça peut aussi avoir un effet sur le SRG, le supplément de revenu garantie Ouais. et la récupération de la pension. Donc, c'est tous des facteurs à regarder avant de dire « OK, je reporte », mais oui, ça peut être avantageux dans certaines situations. Et sur les frais? Il y avait un deuxième... Oui, les frais de gestion. Non, c'est un gros non. Les frais de gestion sont payés à même le fonds. Donc, le client s'impose sur le rendement net de frais. Les commissions de suivi, c'est non déductible non plus, car c'est payé par le manufacturier. Ce qui est déductible, finalement, c'est premièrement dans le non enregistré, donc hors REER, hors CELI, hors REE. C'est les honoraires versés à un conseiller en placement pour avoir son avis là, sur des opportunités d'achat, frais de garde de titres, etc. Donc, c'est ça qui est permis d'être déductible. Puis au fédéral, puis au Québec, c'est différent. Allons-y avec une autre question d'André Lapointe qui dit « J'ai un régime de retraite à cotisation déterminé avec mon employeur, ainsi qu'un régime enregistré d'épargne retraite, un REER. Dans lequel est-il le mieux d'investir? » Bien, de façon générale, je répondrais à M. Lapointe que ça serait préférable d'investir dans le régime de retraite à cotisation déterminé de son employeur parce que souvent, celui-ci va matcher, entre guillemets, là, il va contribuer à hauteur d'un certain montant la contribution de l'employé. Donc, c'est un rendement qui est garanti. Si, par exemple, l'employeur offre 25 % des contributions, exemple, de ce que l'employé met, bien, c'est un 25 % garanti dans ses poches qu'il va difficilement pouvoir avoir ailleurs dans un REER ordinaire. Puis la structure de coût risque d'être un peu plus avantageuse souvent là, en termes de frais de gestion pour faire le lien là, avec les questions. Excellent. On y va avec une autre question. Anonyme, très bonne question. Ma fille, qui est majeure et travaille à temps complet, a droit à un crédit d'impôt puisqu'elle souffre de surdité profonde. À mon décès, est-ce que mon FER peut lui être transféré en entier et sera-t-il exempt d'impôt? C'est effectivement une bonne question de M. Anonyme. Dans le fond, si votre enfant est majeur et a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, il faut qu'il soit considéré à votre charge pour pouvoir transférer tout votre REER à votre décès dans un REER qui serait à elle. Et pour savoir si elle est considérée à charge, il y a une présomption qui dit que c'est lorsque le revenu est plus bas que le montant personnel de base, mais ça pourrait être plus haut, le revenu plus haut, ça pourrait être aussi faire en sorte que la personne est à charge aussi. C'est une présomption, autrement dit, qui peut être réfutée là, dépendamment des faits. Mais si l'enfant majeur n'est pas à charge, non, on ne peut pas là, le transférer, là, même si la personne bénéficie du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Mais si la personne avait une déficience mentale, on pourrait transférer ça à une fiducie de prestation à vie. Mais dans votre cas, c'est de la surdité. Donc, ce n'est pas une déficience mentale.
OK, parfait. Une autre question de Guy Boivin qui dit ceci. Par les hasards de la vie, je détiens désormais des REER dans 7 institutions différentes. Devrais-je regrouper mes placements dans un seul REER? Quand même, 7, c'est quand même beaucoup. C'est pas pire. Oui, c'est quand même. Pour fin de simplicité et minimiser le risque d'erreur, notamment avec les reçus fiscaux, la période d'impôt s'en vient. Puis même, je dirais, d'éviter de tomber dans le piège de la règle d'attribution d'un REER de conjoint, s'il en a. Même aussi de la possibilité de baisser ses frais de gestion. Avoir une seule institution, ça a beaucoup d'avantages. Puis aussi, si monsieur approche de 71 ans, pour faire le retrait minimum faire, ça va être grandement simplifié si tout est au même endroit. Puis aussi, pour une optimisation fiscale, le conseiller qui a accès à toutes les pièces du casse-tête, mais il va être en mesure, par exemple, au niveau des placements, de dire « je vais mettre un peu plus de placements prudents en REER, vu que c'est imposable à 100 au retrait, tandis que plus de placements audacieux dans le CELI pour faire le plus possible de gains exempts d'impôts. » Donc, le tout en suivant le profil d'investisseur du client, puis d'effectuer son décaissement de retraite en conséquence. Fait que c'est bon de diversifier ses placements, mais diversifier ses institutions financières et autant que ça dépend pas certain. OK. Merci pour les conseils, Charles-Hunter Villeneuve. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Si vous avez à votre tour des questions